Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich. On est super content de vous accueillir pour cette saison 3. C'est la rentrée, c'est la reprise, on est excités. On va vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis, enfin non, pas tous les jeudis, 2 fois par mois le jeudi à midi. L'idée, c'est de discuter de contenu juridique à la cool, dans un esprit léger, découvrir de nouveaux sujets et puis vous aider à progresser aussi. Donc, je vais bientôt laisser la parole aux invités du jour et puis à mes deux acolytes. Mais avant, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Thibaut Caudal. Je suis le cofondateur d'une Legal Tech qui s'appelle Leeway. Et donc, Leeway, c'est une solution de gestion des contrats qui vous aide à mieux maîtriser les contrats et avoir plus de visibilité sur les risques juridiques et financiers. Voilà, assez parlé de moi. Content de passer la parole à mes deux acolytes. Comment ça va, Audrey, Pierre? Comment ça fait de lancer cette saison 3 tous ensemble? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Moi, je suis très très contente de vous retrouver. Je suis toute excitée, donc voilà, c'est génial d'être de retour avec vous. Et oui, on est tellement contents. C'est vrai qu'on en avait assez de ces vacances. C'était ennuyeux. Il fallait que ça se termine. On est tellement heureux d'être de retour. Donc voilà pour Legal Club Sandwich Season 3. Bon, génial. Est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on passe à la présentation de l'invité du jour pour vous présenter, peut-être pour les nouveaux auditeurs qui n'étaient pas là sur la saison 1 et 2? Avec plaisir. Je vais commencer du coup. Donc, je suis Audrey Deléris, manager chez Fed Legal. Et chez Fed Legal, on fait du recrutement juridique et fiscal. On fait ça depuis un peu plus de 11 ans maintenant. On a une super équipe et on accompagne des cabinets d'avocats, cabinets de conseil, des entreprises de toute taille, de la start-up au groupe du CAC 40. Et on recrute jusqu'au profil de directeur juridique. Et en parallèle de ça et du Legal Club Sandwich, bien sûr, j'ai eu la chance de cofonder et que j'anime presque au quotidien avec Pierre ici présent, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, qui est un réseau, qui est le réseau, je dirais même français, des juristes dans la tech. Et nous avons dépassé les 300 membres. Voilà. À toi, Pierre. Merci Audrey. Pour ma part, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis cofondateur de l'Alliance Co. Ce sont des juristes, des avocats qui interviennent comme des juristes externalisés dans les 5 pays principaux européens, Espagne, Italie, France, UK et Allemagne. Tout le monde vient de chez Yahoo d'ailleurs, où j'ai passé plus de 15 ans. Et moi, personnellement, j'ai développé depuis maintenant quelques années une activité d'executive mentor, c'est-à-dire que j'accompagne les équipes juridiques, les directeurs juridiques en leadership, développer leur posture en entreprise, comment arriver au comité de direction pour ceux qui n'y sont pas encore. Ceux qui sont nouveaux à Club Sandwich vont découvrir que c'est mon dada, j'en parle systématiquement, de la nécessité d'avoir les directeurs juridiques reportant au CEO et être présents au comité de direction. Et voilà, je les accompagne dans leur développement personnel, leurs soft skills. Voilà, c'est pour moi. Merci à tous les deux. Du coup, on va passer à la présentation de l'invité du jour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Sabine Deloche, qui est avocat, directeur associé chez Fidal. Et on va parler d'un thème qui est super important et de plus en plus important. J'ai l'impression, c'est contre CNIL, comment transformer une crise en opportunité. D'accord, un sujet riche. On vous a préparé plein de contenus. Sabine, merci d'être là. Comment ça va déjà avant de te présenter? Ça va très bien, Thibaut, et merci en tout cas de m'avoir invité à cette émission de rentrée. Je suis très contente de participer au lancement de la saison 3 de Legal Club Sandwich. Bon, génial. Nous aussi, on est hyper contents de commencer avec toi. C'est un honneur que tu nous fais. Peut-être tu peux te présenter un petit peu et puis parler de toi avant qu'on démarre vraiment l'interview. Oui, donc je m'appelle Sabine, je suis directeur associé au sein du cabinet Fidal que j'ai rejoint en 2016 pour développer les sujets en droit du numérique et notamment les sujets en données personnelles. Alors juste un petit mot sur Fidal. Donc, Fidal, c'est le plus grand cabinet d'avocats en droit des affaires en France. On a la particularité d'avoir de multiples bureaux sur l'ensemble du territoire français. Donc, on est vraiment aussi un cabinet de proximité et un cabinet qui va bientôt fêter ses 100 ans d'existence l'année prochaine, en 2022. Donc, ça sera un gros événement. Et malgré notre âge, on a toujours des projets super innovants et on est en pleine mutation aussi de notre process de travail, de management et tout. Donc, voilà, c'est vraiment un cabinet dynamique. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, donc, je suis avocate, mais j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai d'abord, après le CAPA, commencé en entreprise dans le secteur des médias où j'ai pu travailler au sein du groupe M6 et Disney avant de rejoindre le barreau en 2006. Et même en tant qu'avocat, j'ai continué à avoir un fort ancrage
dans le monde de l'entreprise parce que j'ai fait énormément de détachements dans des sociétés de la tech notamment, qui m'a permis vraiment d'acquérir une expérience terrain des problématiques juridiques dans l'environnement numérique. Et je pense que l'avocat en détachement, c'est aussi un vrai sujet que peut-être Legal Club Sandwich devrait présenter au cours d'un talk. Tu as raison, on va noter ça immédiatement dans nos prochains sujets abordés. Je le note de ce pas. Super. Peut-être pour commencer, du coup, Sabine, de quoi on va parler aujourd'hui et puis pourquoi on parle de ce sujet-là, tout simplement, le contrôle CNIL. Alors, le contrôle CNIL, ça fait peur, mais en fait, l'objet va peut-être être un peu de dédramatiser les opérations de contrôle. Alors, on en parle aujourd'hui parce qu'il y en a de plus en plus, déjà, des contrôles de la CNIL. J'ai noté les chiffres du dernier rapport de la CNIL de 2020 qui a fait état de environ 250 contrôles qui ont été réalisés. Alors, c'est un petit peu moins que les années précédentes, Covid oblige. Il y a eu moins de contrôles sur place dans les entreprises de fait, mais ça montre quand même une activité quand même très importante et les contrôles peuvent amener à des sanctions qui sont records, notamment en fin d'année dernière, la CNIL a prononcé les sanctions les plus fortes qu'elle avait jamais prononcées en matière de protection des données, puisqu'elle a prononcé 100 millions d'euros d'amende contre un moteur de recherche américain et 35 millions d'amende contre une boîte de e-commerce. Donc, ça montre vraiment que ça a un poids financier aussi aujourd'hui. Et cet été aussi, elle a continué à envoyer pas mal de mises en demeure et aussi prononcer des sanctions financières. Donc, tous ces sujets, ça montre qu'on doit être préparé. C'est-à-dire que si la CNIL vient frapper à votre porte, il faut avoir une procédure en place pour pouvoir réagir rapidement et surtout sereinement. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on identifie bien le rôle du DPO, les mesures à mettre en place, surtout former les équipes. Mais je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Ouais, du coup, c'est une très bonne transition. Qu'est-ce qu'un contrôle CNIL? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu à quoi ça ressemble? On va essayer de faire bref. Alors, un contrôle CNIL. Alors, déjà, la CNIL, c'est quoi? Je pense que les participants le savent. C'est une autorité administrative indépendante qui a pour rôle de contrôler l'application du RGPD, de la loi informatique et liberté dans les entreprises. Donc, la CNIL, pour ce contrôle, est dotée d'un certain nombre de pouvoirs. Elle a le pouvoir d'accéder aux locaux entre 6h et 21h. Elle a le pouvoir de demander tous les documents les contrats, toute information qui permettent de vérifier la conformité des traitements de données personnelles. Et elle peut contrôler les entreprises sur tout le territoire français, évidemment, là où les opérations de traitement sont mises en œuvre. Mais elle peut aussi contrôler des sociétés qui sont basées à l'étranger, mais qui utilisent des moyens de traitement sur le territoire français. Donc là, notamment, quand on a vu tous les sujets cookies, c'est typiquement le cas. Alors qu'il y a des moyens de traitement, il y a des terminaux, des internautes qui résident en France, la CNIL est compétente pour contrôler également ces utilisations. Donc ça, c'est le pouvoir de la CNIL. Alors peut-être comment la CNIL est saisie pour faire ces contrôles. Il y a différents éléments déclencheurs. Le premier, c'est les plaintes. Les plaintes, ça représente environ 40% des cas de contrôle. Les plaintes peuvent être formées très facilement par tout particulier. Il y a un formulaire en ligne sur le site de la CNIL, par des sociétés aussi qui peuvent saisir la CNIL d'une plainte en cas de défaut de conformité d'une autre entreprise. Et donc, quand les plaintes sont complexes, ça peut amener un contrôle sur place de la CNIL. Et ça, c'est peut-être une de mes premières recommandations pratiques. Ne pas sous-estimer les plaintes qui arrivent dans l'entreprise. Il faut que le DPO ou le référent RGPD qui est nommé vraiment puisse traiter au plus vite, dans les délais requis par le RGPD, cette réclamation pour éviter justement la survenance d'un contrôle, en tout cas minimiser les risques de survenance. Donc, premier faisceau, les plaintes. Deuxième source de déclenchement des contrôles, il y a des programmes annuels qui sont fixés par la CNIL à l'avance. Elle va décider quelles sont les thématiques qu'elle veut contrôler ou les secteurs d'activité qu'elle veut contrôler. Donc, pour 2021, les secteurs concernés, c'est la cybersécurité, plus particulièrement les sites web d'entreprises pour s'assurer qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour lutter contre les violations de données. Donc, ils vont contrôler les formulaires de collecte, la robustesse des mots de passe, les protocoles utilisés, etc., pour s'assurer que tout est fait dans les règles.
Autre thème aussi de contrôle, enfin, c'est une poursuite, c'est les données de santé. C'était déjà le cas en 2020, mais poursuivre sur ce volet-là parce que le contexte sanitaire oblige. Et il y a vraiment une vigilance accrue de la CNIL sur tout ce qui est numérisation utilisée dans le secteur de la santé. Donc, autre acte de contrôle. Et enfin, et toujours dans la poursuite de son programme de 2020, les cookies, puisque vous savez, il y a des nouvelles règles qui sont en place, notamment pour l'obtention du consentement des utilisateurs à la pose de cookies. La CNIL contrôle tout ça et dès le début 2021, on voyait plusieurs campagnes de vérification avec de nombreuses mises en œuvre qui ont eu lieu. Et Sabine, pardon Pierre, on recommence comme d'habitude, on va parler en même temps. J'y vais Pierre, si ça ne te dérange pas du coup. Sabine, tu nous as parlé de contrôle sur place. Est-ce qu'il existe en fait des contrôles autres que sur place justement? Bien sûr. Alors les contrôles sur place, en principe, c'est la majorité des cas. Sauf en 2020, encore une fois, compte tenu du contexte. Mais il y a également des contrôles en ligne. Ça, c'est quelque chose qui a été créé en 2014 avec la loi Hamon, donc qui concerne particulièrement les sites web, donc c'est d'intérêt. Et du coup, la CNIL, à distance, dans ses locaux, peut contrôler via ses propres outils, ses propres paramètres de connexion des sites web et va faire des constats et des PV sur la base de ce qu'elle a pu constater. Et même, les agents peuvent utiliser une identité d'emprunt pour tester toute l'expérience de navigation utilisateur et les mentions qui apparaissent sur le site. Donc, contrôle en ligne. Et il y a également des contrôles sur convocation, audition. En fait, des personnes sont entendues auprès des services de la CNIL et également des contrôles sur pièces. Où là, la CNIL envoie des questionnaires pour solliciter directement des informations ou des documents de la part des responsables de traitement. Donc ça, c'est les différentes typologies de contrôle qui existent. Quand ils font des contrôles sur place, c'est open bar, c'est open buffet ou il y a un petit peu des règles, Sabine? Évidemment, il y a des règles, et pour la CNIL et pour l'organisme contrôlé. Donc, pour la CNIL, ils ont des droits et des obligations. Les droits, c'est de pouvoir accéder aux locaux, encore une fois, entre 6h et 21h. Alors, voilà, il se peut que les agents de la CNIL arrivent avant l'ouverture des bureaux. Dans les boîtes, notamment parisiennes, je pense qu'à 6h du mat, tout le monde n'est pas présent. Alors, que faire dans ces cas-là? Il faut, s'il y a quelqu'un qui est à la réception, de demander aux agents de la CNIL de patienter à l'accueil le temps que le responsable des lieux arrive. Autre prérogative de la CNIL, elle peut demander accéder à tout type de documents, tout type d'informations. Elle peut accéder au programme informatique pour prendre des copies, faire des extractions de données, etc. En fait, le rôle du contrôle de la CNIL, c'est de prendre le maximum d'informations possibles pour qu'elle puisse analyser les pratiques de l'entreprise et s'assurer de sa conformité aux règles. Donc ça, c'est des droits. Après, ils ont également des devoirs. Les agents de la CNIL, notamment, ils sont astreints à une obligation de confidentialité qui peut faire l'objet de sanctions pénales. Donc, toutes les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur contrôle doivent rester strictement confidentielles. Et lorsqu'ils collectent des copies de contrats, de documents, il doit y avoir vraiment des mesures de sécurité fortes qui sont mises en place pour garantir, encore une fois, la confidentialité, l'intégrité et aussi l'authenticité des pièces. Et dans son dernier document, il y a un document que la CNIL a publié sur les contrôles, une charte des contrôles. Elle précise que ces pièces sont supprimées à l'issue d'un délai de 5 ans, sauf s'il y a des voies de recours qui sont en cours pour contester les décisions de la CNIL. Je mentionne ici, et je pense que tu vas peut-être le partager, Audrey, mais on partage des documents, des trucs à télécharger dans le chat pour ceux qui sont nouveaux à Club Sandwich. Donc, n'oubliez pas d'activer le chat parce que voilà, vous allez trouver des tas de liens, des tas voilà, ça apparaît merveilleux. Donc, qu'on vous envoie, que vous pouvez récupérer au fur et à mesure que notre hôte discute. Et ça, c'est côté CNIL. Après, il y a côté organisme contrôlé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque des agents de la CNIL se présentent à votre accueil? Déjà, vous pouvez vérifier l'identité des agents. Il se peut qu'il y ait des fraudeurs qui essaient de rentrer dans une entreprise pour obtenir des informations. Donc, première étape, il faut vérifier l'identité des agents. Ils doivent présenter une lettre de mission. Les noms des agents sont mentionnés. Il faut qu'ils vous présentent leur carte professionnelle,
ou leur carte d'identité pour vous assurer qu'il s'agit bien des personnes. Alors, attention, parce qu'ils peuvent tester justement toutes les pratiques de données personnelles qui sont mises en œuvre, notamment à l'accueil, ne pas conserver une copie des cartes d'identité qui sont communiquées, parce que ça serait considéré comme excessif. C'est juste une consultation pour juste s'assurer qu'il s'agit de la bonne personne. Autre droit dont disposent les responsables de traitement, il existe un droit d'opposition, c'est-à-dire que les agents de la CNIL doivent vous informer de votre possibilité non pas de vous opposer au contrôle, mais de vous opposer à la visite des locaux par les agents de la CNIL. Donc ça, c'est un droit, on peut l'exercer. Et si les agents souhaitent revenir suite à une opposition qui aurait été exprimée par le responsable des locaux, dans ces cas-là, il doit avoir une ordonnance du juge des libertés de la détention. J'ai un bug Si, on t'entend. On t'entend hyper bien, Sabine. Je ne sais pas si... Si, on t'entend très bien, Sabine. Allô? Oui. Ouais. On t'entend très bien. C'est bon, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, parfait. Tout va bien. C'est les aléas du direct. Bon, merci en tout cas, c'est hyper complet. Et du coup, j'imagine qu'il faut se préparer à un contrôle de la CNIL, c'est ça? C'est important pour toi? Bah oui, il vaut mieux se préparer pour ne pas être au dépourvu et encore une fois pour agir sereinement, parce que les équipes peuvent avoir des situations de stress extrême quand il y a l'autorité qui descend dans l'entreprise. Donc, c'est le rôle du DPO ou du référent RGPD d'organiser ce type de procédure. Donc, il faut écrire quelque chose, à savoir quelles sont les différentes étapes à respecter. Aussi, un petit point, c'est que le DPO peut être responsable des locaux. Un responsable des locaux, il n'y a pas une définition légale. C'est celui qui se présente un peu comme le représentant du responsable de traitement, lui qui va accueillir les agents lors du contrôle, qui va signer les documents, etc. Donc, le DPO, il est bien qu'il bénéficie d'une délégation de pouvoir pour pouvoir être considéré comme le responsable des locaux, mais il va falloir faire une procédure, notamment au niveau de l'accueil. La réception des agents, ça c'est un point important. C'est un peu la première bonne impression qu'on peut donner aux agents. Et moi, de mon expérience, en anecdote, voilà, j'ai connu des contrôles où ça s'est très mal passé dès le début, parce que les équipes font preuve d'agressivité. Donc, première règle, courtoisie, sourire vis-à-vis des agents, et on les accueille convenablement. Donc, une fiche d'instruction pour que les personnes de l'accueil puissent savoir quoi faire, donc, notamment donc, la vérification des identités, comme je l'ai mentionné. Aussi avoir une liste de personnes préétablies pour savoir qui appeler, parce qu'il faut appeler immédiatement le DPO ou le service juridique et le responsable des locaux, donc il faut savoir qui c'est, ou qui les remplace s'ils sont en congé, via quel mode de communication les contacter, mobile, mail, etc. Donc tout ça, ça doit être bien écrit. Les faire signer aux agents le registre d'émargement qui contiendra bien toutes les mentions CNIL appropriées aussi, parce que c'est des choses qui vont être constatées par les agents et qui peuvent être relevées dans le PV. Donc voilà, toute cette procédure, avoir une salle de réunion dédiée pour toute la journée pour accueillir dans des bonnes conditions, avec confort les agents, donc du café, de l'eau, parce que encore une fois, moi, c'était une visite où on met les agents dans une pièce sans fenêtre, limite au sous-sol, pas d'eau, de café, voilà, ça crée des crispations et ça met de la tension lors des opérations de contrôle. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, une fois que la réception a bien accueilli les agents, il faut que ce soit effectivement le DPO ou le responsable de l'éco qui viennent accueillir les agents, les emmener dans les salles de réunion et un petit peu plus regarder dans le détail le contenu de la lettre de mission, sur quoi vont porter les vérifications, quelles sont les personnes qu'ils souhaitent auditionner, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des accès à certaines applications, etc. Donc, c'est vraiment organiser la journée de contrôle au mieux, et c'est un peu une obligation du responsable de traitement de faciliter l'accomplissement de la mission des agents et qu'ils bénéficient de toutes les conditions requises pour pouvoir faire leur constat de façon appropriée. Donc tout ça, ça se prépare. Et il faut aussi préparer les équipes pour éviter des situations de stress. Donc il faut déterminer les collaborateurs qui sont compétents.
et peut-être armé aussi, pas trop timide, pas trop bavard, pas trop colérique, etc. en termes de comportement, les former en amont sur la façon de répondre aux agents de la CNIL. Donc, il faut évidemment répondre de façon concise, précise, ne répondre qu'aux questions, uniquement aux questions. Alors, tout ça, c'est des règles de bon sens qui s'appliquent à tout contrôle d'une autorité, CNIL, administration fiscale, DGCCRF ou autre. Voilà, c'est des règles de bon sens qui s'appliquent à tout le monde, mais qu'il est de bon ton de rappeler aux équipes. Et je recommande souvent à mes clients de faire des formations pour déjà rappeler c'est quoi le RGPD, qu'est-ce qui doit être respecté, après comment ça se passe un contrôle de la CNIL, quel est le déroulement des opérations pour qu'ils puissent être préparés sereinement et eux aussi dans les meilleures conditions. Et peut-être une meilleure façon de les préparer, c'est aussi peut-être faire des répétitions générales ou voir organiser des contrôles fictifs pour voilà. Je vais ajouter là, Sabine, et je vais aller très rapide parce que je vois que l'heure avance et qu'on a encore beaucoup de questions à te poser, mais c'est vraiment pour, vous savez, moi je focus toujours sur le leadership, c'est vraiment pour vous, juristes, une occasion de ces contrôles de montrer votre leadership, le montrer, comme l'a dit Sabine, en avant, en préparant les équipes, en faisant des formations, en coachant la réception, en mettant en place des fiches de contact, en travaillant avec les avocats en amont, voilà, donc pour montrer que vous êtes un leader, vous pensez aux choses en amont, en montrant que vous restez calme, quand tout le monde panique, vous êtes le capitaine sur le bateau au milieu de la tempête qui tient le bateau et en restant calme, souriant, ne paniquant pas, en étant ferme mais sympathique, etc. Et puis après, un contrôle CNIL, ça peut être très traumatisant pour les équipes, un contrôle CNIL ou un contrôle des GCCRF ou un contrôle des impôts. Moi, j'ai des souvenirs chez Yahoo à l'époque où l'administration fiscale a contrôlé tous les grands du net, où ils sont arrivés à 35, il y avait même nos amis d'un maréchaussée avec des armées, ça peut être très, très impressionnant pour les équipes. Donc, ne pas hésiter après à faire des débriefs, à expliquer ce qui s'est passé, à dire que ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle qu'on est des hors-la-loi. C'est des choses importantes aussi à expliquer aux équipes. Donc, voilà, il faut vraiment penser à se positionner comme leader et c'est une occasion pour le directeur juridique, même si c'est compliqué à vivre, à montrer à quel point vous êtes un leader et vous êtes essentiel à la vie business de l'entreprise, tous ces contrôles, la CNIL ou les autres. Tout à fait. Il y a vraiment une réunion de débriefing qui s'impose de toute façon à l'issue de la journée de contrôle. Alors, autre point, il faut aussi que pendant la journée de contrôle, tout soit noté par quelles ont été les questions posées par la CNIL, quels ont été les documents consultés, les copies effectuées, les équipes auditionnées, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un scribe qui suive les agents pendant la journée de contrôle. Alors, il y a deux cas de figure. Soit les agents ne bougent pas de la salle de réunion et voilà, les entretiens sont faits dans cette salle de réunion, il y a un petit peu un ordre de passage, ou alors ils souhaitent se déplacer dans les locaux, et dans ce cas-là, il faut qu'ils soient systématiquement accompagnés de quelqu'un, que tout soit noté parallèlement pour s'assurer que tout est dans les règles et proprement. Les entreprises ont aussi la possibilité d'être assistées d'un avocat. Il n'y a pas d'assistance obligatoire, mais c'est une possibilité. Ils peuvent même exercer leur droit d'opposition s'ils n'ont pas un avocat pour les accompagner. Ça, c'est un motif qui est entendu. Ce que tu disais, Sabine, aussi, c'est par rapport à la préparation, c'est que même ces choses de la personne qui doit noter tout, etc., peuvent être vraiment préparées en amont. Ces petits détails qui, pour le coup, qui dans la panique peuvent prendre une ampleur encore plus importante. Si c'est anticipé au départ, peuvent être très, très bien gérés du coup par la suite. Donc, même ces petites choses, qui prend la parole, qui va accueillir, qui va noter, c'est important de l'avoir aussi en tête, du coup, en amont. Et tout à fait. Et un autre point très important lors des opérations de contrôle, c'est à la fin de la journée de contrôle, il doit y avoir un procès-verbal, alors surtout pour les contrôles sur place, qui est établi par les agents de la CNIL. Il est très important de relire attentivement le contenu parce que le PV doit être le reflet exact de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, il faut vraiment relire attentivement, ne pas hésiter à, s'il y a des informations qui ont été mal retranscrites ou des choses mal comprises par les agents de la CNIL, d'en discuter avec eux, essayer diplomatiquement de leur demander de réécrire le passage du PV. Et si on a toujours des réserves
sur la façon dont les choses ont été relevées par les agents, ou si on a envie de rajouter quelque chose, voilà, un sentiment ou voilà, une position que l'entreprise veut montrer, il faut l'écrire également sur le PV. Il y a un emplacement réservé pour ça, hein, pour les commentaires de l'entreprise. Donc, c'est un point important parce que le PV, ça va être l'élément de preuve principal, hein, de toute cette procédure de contrôle. Donc, il faut vraiment que ça soit détaillé le plus exactement possible, de façon neutre, mais que ça soit une retranscription fidèle de ce qui s'est passé dans la journée. Il peut y avoir plusieurs journées de contrôle, hein. Moi, j'ai connu plusieurs, 2, 3, voire 5, 6. Et on peut combiner les modes de contrôle. Il peut y avoir d'abord un contrôle en ligne, puis un contrôle sur place, puis après un contrôle sur convocation et un contrôle sur pièce ensuite. Ça peut vraiment, tout peut être cumulé dans ces opérations. Et c'est quoi les voies de recours, Sabine, pour ceux qui sont contrôlés, justement? Alors, donc les voies de recours, c'est déjà la suite de la procédure, hein, c'est parce qu'il y a un contrôle, qu'il y a une sanction. Donc, une fois que le contrôle se termine, la présidente de la CNIL et les services de la CNIL vont instruire le dossier sur la base des éléments constatés, analyser la situation, voir s'il y a des points de non-conformité. Donc, soit la présidente de la CNIL considère que tout est OK, tout est conforme, et donc il y a une clôture de la procédure. Elle peut parfois, même s'il y a des petits manquements, mais qui sont mineurs, clôturer et dire voilà, il y aura des choses à rectifier, notamment sur tel point. Ou alors, elle peut prononcer un avertissement lorsque des traitements envisagés pourraient s'avérer non conformes. Et en cas de manquement significatif, elle peut prononcer une mise en demeure pour demander à la société de se mettre en conformité dans un délai qu'elle détermine. Alors, il y a un délai, ça peut pas être quand il n'y a pas d'urgence, ça ne peut pas être inférieur à 10 jours et ça ne peut pas être supérieur à 6 mois. Donc, voilà, il y a quand même une période qui est définie par les textes. Donc, voilà, mise en demeure. Et puis après, elle peut désigner un rapporteur s'il y a besoin d'aller plus loin. Un rapporteur qui va lui saisir la formation restreinte de la CNIL. Donc, c'est la formation contentieuse de la CNIL qui va examiner le dossier et pouvoir prononcer d'éventuelles sanctions si les manquements significatifs perdurent à l'issue du délai imparti par la mise en demeure ou lorsqu'il y a des manquements graves qui sont relevés et qui doivent aller plus loin. Donc, dans les sanctions, il y a évidemment les amendes, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des injonctions aussi de se conformer avec des astreintes qui peuvent être prononcées. Il y a aussi la possibilité d'ordonner la cessation du traitement, ou la suspension du traitement, par exemple. Donc, il y a tout un arsenal dont dispose la formation restreinte de la CNIL pour infliger des sanctions. Et si on n'est pas d'accord avec la décision qui a été prononcée par la formation restreinte, aussi par les décisions de la présidente, on peut saisir le Conseil d'État. Hein. La CNIL est une autorité administrative indépendante qui peut être contrôlée par le Conseil d'État. Et donc là, il y a des voies de recours en référé ou sur le fond devant le Conseil d'État, même si, quand même, majoritairement, les décisions du Conseil d'État confirment les positions qui sont retenues par la CNIL. Alors, on vous donne beaucoup de conseils. Je sais que Thibaut, on s'est parlé sur notre chat privé que tu as une dernière question à poser à Sabine avant qu'on passe aux chroniques. Mais Sabine a eu la gentillesse de préparer un document avec les 12, les dons, les choses à savoir, à se souvenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Audrey va vous mettre ce document dans le chat. Et en fait, elle vous mettra exactement un lien WeTransfer qui va vous permettre de télécharger cette PowerPoint. Voilà, je ne sais pas où il est. Et il y a notamment une partie où il y a les choses à faire, à ne pas faire. Il y a plein de trucs et astuces de Sabine parce qu'on a un temps limité. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce document que Audrey vient de vous mettre sur le lien WeTransfer. Thibaut, à toi pour la dernière question pour Sabine, avant de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci Pierre. Audrey aussi a partagé un document qui est hyper intéressant. C'est un article d'Alan, la startup que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui a fait un peu un retour d'expérience sur le contrôle de la CNIL en toute transparence et c'est super. On connaît aussi la directrice juridique Marion Bergeret qui avait participé à un Legal Club Sandwich sur la saison 1, numéro 5, si vous voulez aller regarder le replay sur YouTube ou en podcast. Donc, je vous conseille ça. Et oui, du coup, Sabine, peut-être pour finir un petit peu avant de passer aux chroniques, du coup, est-ce que tu penses que tout ça,
finalement, on peut en tirer quelque chose de positif de ce contrôle et transformer ça en opportunité? Moi, je pense que oui. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j'ai envie de dire. Et comme l'a souligné Pierre en introduction, il faut dédramatiser aussi cette procédure de contrôle. Je pense que ça peut être productif pour une entreprise, même si ça peut être extrêmement stressant. Ça peut être productif déjà parce que ça permet de faire le bilan en fait, des pratiques de la société en matière de données personnelles et de sa maturité sur les sujets. Donc, par rapport aux points qui seront relevés dans le PV, je préconise toujours de faire une analyse. Qu'est-ce qui a été constaté dans le PV? Ce que la CNIL probablement pense, pourquoi on pense que la CNIL peut penser ça et quelles sont les mesures correctives qui peuvent être mises en place. Donc, ce type d'analyse, ça va pouvoir permettre soit de dresser un programme de conformité pour les entreprises qui ne sont pas encore dans ce chemin-là, qui n'ont pas encore une roadmap définie, ou peut-être de redéfinir les priorités. Par rapport aux zones sensibles qui ont été relevées par la CNIL, on peut savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc, ça permet de performer en fait sur le process de mise en conformité qui est en cours. Puis surtout aussi, ça permet d'argumenter auprès de la CNIL et de dire quelle est la position qu'on a retenue, quels sont les choix qui ont été faits par l'entreprise. Le RGPD, en fait, ne donne pas une façon de se conformer. Il dit juste ce que j'appelle des golden rules. En fait, il y a des grands principes posés par le RGPD et après, à chaque entreprise, de définir comment elle se conforme. Et justement, ces contrôles sont l'occasion d'échanger avec la CNIL pour présenter la vision de l'entreprise. Pourquoi on a choisi telle durée de conservation? Comment on met la transparence en place? Pourquoi cette action est prioritaire pour nous? Quelle est notre culture d'entreprise? Quels sont nos besoins? Et donc ça, de nouer un dialogue avec l'entreprise, c'est très productif parce que déjà, la CNIL encourage cette coopération et ça va permettre d'échanger et de mettre en place des mesures qui sont beaucoup plus adaptées pour l'entreprise et relever les niveaux de sécurité, de transparence, comme nous on l'entend, et de façon intelligente. Et après, en interne, je trouve que ça permet de renforcer la gouvernance des données, ça permet de renforcer aussi le rôle du DPO, de lui donner toute sa légitimité, et bien, évidemment être un peu le chef d'orchestre de cette procédure de contrôle interne. Et souvent, le DPO ou le référent RGPD est mal identifié, n'est pas forcément écouté ou entendu. Et avec un contrôle CNIL, il y a un avant et un après. On sait qui est le DPO, il n'entend plus les questions, on se dit, la CNIL, le RGPD, c'est pas trop un sujet pour nous. Là, clairement, la direction, quand les autorités débarquent, elles comprennent l'enjeu qu'il y a lié au respect de la réglementation. Donc, ça peut susciter le sponsorship de la direction qui va considérer ce sujet comme étant un sujet prioritaire. Et aussi, ça va emporter l'adhésion des équipes pour travailler de façon conjointe et collaborative sur le chantier RGPD avec le DPO. Donc, je pense que tout ça, ça participe à une dynamique positive pour l'entreprise de mise en conformité et de mise en place d'un plan d'action à effet immédiat avec des roadmaps qui sont bien définis en fonction des priorités de ce qui aurait été relevé lors de ces contrôles. Je voulais rebondir, Sabine, justement sur ce que tu disais. Je discutais avec une responsable juridique hier qui s'est retrouvée DPO et qui, en fait, étonnamment, mais pas tant que ça, vu ce que tu viens de dire, attend avec impatience le contrôle CNIL qui va lui tomber dessus dans pas longtemps, elle le sait, parce qu'elle n'arrive pas à convaincre en interne sa direction de l'importance de cette protection des données personnelles. Et en fait, elle a hâte, elle a un petit peu peur, je pense un petit peu aussi, parce que c'est quand même beaucoup d'organisations, mais en fait, elle sait qu'après, le sujet va vraiment être pris en compte. Donc, en effet, ça peut être une opportunité. Je pense qu'il y a un travail culturel. On n'est pas encore sur les données sur ces sujets-là, mais la compliance, ça fait vraiment partie maintenant des règles de fonctionnement propres à toute entreprise, sur l'environnement, sur la concurrence, sur plein de sujets, et aussi maintenant sur la data, qui est vraiment quand même l'or noir de l'économie numérique, le carburant. Donc, c'est un sujet majeur qui le sera de plus en plus. On verra dans 10 ans, ça sera complètement intégré dans les entreprises. Et donc, justement, on aura de plus en plus de relations régulières avec les autorités de régulation des données.
Et finalement, un contrôle, ça va devenir quelque chose de normal. Il faut vraiment qu'on banalise ce type d'opération et qu'on rentre vraiment dans une phase de dialogue constructive avec les autorités. Et pour conclure, je dirais juste que la CNIL dit que la sanction, c'est le bout du bout de la chaîne répressive. Ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle qu'il y a une sanction. On a vu, il y a 247 contrôles, mais il n'y a eu que 11 sanctions financières prononcées en 2020. Donc on voit quand même qu'il y a un très fort delta. Et vraiment, le but de la CNIL en soi, c'est de faire en sorte d'encourager les entreprises à se mettre en conformité avec la réglementation, qu'elles prennent ce sujet au sérieux et disent « Ah oui, il faut qu'on s'intéresse aux données personnelles de nos clients, de nos salariés, de nos fournisseurs, etc. » Mais voilà, ça doit pousser. Donc vraiment, il faut anticiper. Première étape, il faut préparer tout ça parce que c'est pour qu'on envisage les choses sereinement, former des équipes, qu'il y ait des procédures qui sont en place. Il faut coopérer, avoir des échanges avec la CNIL, ne pas hésiter une fois qu'ils sont partis, à leur communiquer spontanément les avancées qui ont été menées. La CNIL adore ça. Et dans un contrôle CNIL que j'ai eu, ça a été très positif parce qu'ils ont pris acte et donc ils ont clôturé en disant « On a pris acte de vos engagements de conformité de votre plan, c'est super ». Et puis, en dernier lieu, il faut réagir, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite, une fois qu'on a identifié les écueils, là où il y a vraiment des zones rouges dans la conformité, ça devient les priorités pour l'exercice suivant, avec évidemment un calendrier, une roadmap en fonction des ressources de l'entreprise et de la mobilisation, des disponibilités des équipes. Merci Sabine, c'est top. Je vois qu'on a énormément de questions. On a encore nos 2 chroniques, donc je pense qu'on va déborder un peu aujourd'hui, vous sachez-le, parce qu'on veut vraiment répondre à vos questions et je pense que c'est au tour d'Audrey, sauf erreur de ma part. Et donc pour ceux qui sont nouveaux à Club Sandwich, nous avons des chroniques, une chronique autour du recrutement en général, une chronique autour du leadership en général. Elles sont toujours précédées d'un jingle. Voici celui d'Audrey. Merci Pierre. Alors avec Sabine, on a parlé de contrôle CNIL, on a parlé de DPO. Et alors pour cette chronique de reprise, j'avais envie en fait de faire un focus sur cette fonction de DPO qui est assez récente avec cette appellation notamment. Si vous n'avez jamais entendu parler de DPO, c'est peut-être que vous étiez sur une île déserte depuis 3 ans ou dans une grotte, je ne sais pas. Mais bon, il est toujours bon de revenir sur cette fonction qui peut vous intéresser, qui vous intéresse, j'en suis sûre, certainement, en tout cas vous tous. Alors, premier point, un DPO, c'est quoi ? C'est le délégué à la protection des données personnelles, aussi appelé le Data Privacy Officer en anglais, ce qu'on a fait un peu en bilingue au Legal Club Sandwich. Et donc, cette fonction, elle a été créée dans le cadre du RGPD en 2018, donc le Règlement général sur la protection des données, et ou le GDPR en anglais aussi. J'entends parfois des noms un petit peu bizarres avec ces anagrammes qui ne sont pas les bons. Cette fonction de DPO est obligatoire pour certaines sociétés, pas pour toutes. Donc ça, évidemment, je vous réfère à tout ce que dit la CNIL. Mais en tout cas, moi, je voulais parler plutôt des missions et des profils. Le RGPD, en fait, définit les missions du DPO, comme on a parlé aussi Sabine, du coup, qui est aussi d'informer et conseiller l'organisme, la société qui traite les données personnelles, de contrôler la conformité de l'entreprise avec ce fameux RGPD et intervenir comme intermédiaire entre l'organisme, la CNIL et les personnes dont les données sont collectées, notamment lors des contrôles, évidemment. Alors, le DPO, deuxième point, c'est qui ? Ça peut être un juriste, un membre de la DSI, le service informatique, ça peut être l'ancien CIL, l'ancien correspondant informatique et de liberté, avec un scope plus élargi et une fonction de contrôle qui n'existait pas auparavant. Mais avant tout, l'IPO, c'est un mélange, et là je vous parle de côté recruteuse, un mélange de savoir-faire technique, donc savoir faire un audit, une cartographie, mettre en place des process, des formations, de la sensibilisation, incarner aussi, on a beaucoup parlé de leadership aussi, c'est incarner la fonction de contrôle aussi, et aussi beaucoup de savoir-être, donc du leadership comme on le disait, mais beaucoup de pédagogie, de self-control, de capacité de coordination et aussi une vraie indépendance qui lui permet de parfois jouer aussi le rôle de lanceur d'alerte parfois. Et surtout, le DPO, c'est quelqu'un qui ne travaille pas seul parce qu'en général, le DPO a un vrai réseau en interne et en externe aussi avec les conseils, mais en interne, il a des réseaux, des relais qui lui permettent d'insuffler la bonne parole et d'avoir les bonnes infos. Et concrètement, comment ça se passe sur le marché ? Alors, il y a un peu toutes les cas de figure, donc je ne vais pas passer 1 heure à tout vous expliquer, mais en tout cas, quelques
petite chose que moi j'ai vue en tant que chasseuse de tête, c'est que certains responsables juridiques ont été nommés DPO en fait contre leur gré. Ils se sont vus rajouter cette fonction un petit peu par hasard. Leur direction leur a dit bah, tiens, tu fais un travail formidable, tu es surbooké, bien je vais te rajouter la fonction de DPO puisque tu n'es pas du coup assez chargé. En plus, ce n'est pas du tout une fonction chronophage, donc ils sont ravis ces cas-là. Ou pour d'autres, c'est une vocation. J'en vois aussi. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent les process, il y en a qui adorent faire tout ça et ce gros travail de sensibilisation. Et on en rencontre beaucoup. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre possibilité aussi, c'est de réunir dans un même périmètre tout ce qui est data privacy et compliance. Et ça, j'ai récemment recruté pour une start-up très importante pour le coup, une création de poste, du coup, de fonction qui va tout réunir justement, ce qui n'empêche pas d'avoir des relais et d'avoir aussi des conseils externes sur le sujet. Mais certaines sociétés choisissent de réunir la compliance au sens large et les sujets data. Enfin aussi, il est possible d'avoir recours à un DPO externalisé, soit par un cabinet d'avocats, soit par des structures qui sont dédiées à cette fonction de DPO externalisé. Ce qui est certain, je suis désolée, j'ai des travaux dans mon immeuble, donc ça fait un bruit épouvantable. Donc, ce qui est certain, c'est que si cette matière vous plaît, il y a un vrai marché. Nous, en tout cas, avec mes collaborateurs, on en recrute. Donc, ça existe. Donc, n'hésitez pas à postuler, à vous spécialiser, à faire des certificats diplômantes sur ces sujets si ça vous intéresse, parce qu'on recrute beaucoup. Et là, dernier point, pour les sociétés qui recrutent justement, si possible, dédier justement cette fonction à une seule personne, si c'est possible, évidemment, ou au moins 50% du temps, parce que ça prend énormément de temps. Ou prenez quelqu'un en externe. Surtout, prenez un profil expérimenté, parce que j'ai aussi bon nombre de sociétés qui m'ont dit bah, tiens Audrey, je voudrais un profil jeune diplômé, ça ferait l'affaire pour gérer tous les aspects data de notre société. Ça me paraît un petit peu audacieux et pas très prudent. Si possible, rattacher le DPO le plus haut possible dans la hiérarchie pour aussi montrer l'indépendance et qu'il y ait un vrai support en fait, de la direction pour justement ces sujets de protection de data. Et enfin, évidemment, et encore et toujours, donner une grande importance aux soft skills parce qu'il faut avoir toutes ces qualités qu'on a évoquées ensemble, tous ensemble, justement, de leadership, de prise de hauteur. Et ça, c'est évidemment nécessaire pour ce genre de poste. À toi, Pierre. Merci Audrey. Je vais immédiatement lancer mon jingle et démarrer ma chronique. Ah, ça m'avait manqué ça, tiens. Alors, eh bien, moi, je vais vous parler de comment réussir sa rentrée professionnelle, puisque, bon, ok, on est le 15 septembre, enfin, on peut quand même dire qu'on redémarre après les vacances. Et je vais vous parler à la fois pour vous et pour votre équipe. Alors, déjà, pour vous, reprenez le travail du chemin en douceur. Ce n'est pas la peine de casser les bienfaits de ces vacances qui étaient exceptionnelles. Je crois qu'en plus, elles étaient particulièrement exceptionnelles pour tout le monde cet été. Je crois que j'ai de nombreux juristes m'ont dit qu'ils avaient vraiment totalement déconnecté. Je crois qu'on en avait besoin. Et donc, voilà, il y a des petits trucs. En tout cas, je vous les donne pour l'année prochaine. Revenir en vacances, par exemple, de vacances en milieu de semaine. Voilà, c'est la perspective du week-end qui démarre 2 jours après. Ça vous motivera. Prévoyez des petits déjeuners avec les apéros ou un apéro avec les collègues. Limitez au maximum les réunions stratégiques, les appels importants les 2-3 premiers jours. Atterrissez en douceur. Privilégiez les tâches simples, moins intellectuelles pour ne pas tout de suite vous prendre la rentrée en pleine face dès que vous arrivez. Hiérarchisez le traitement de vos mails. Tout n'est pas essentiel, trier ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, et essayez de ne pas vous prévoir un emploi du temps de dingue quand vous rentrez. Ça serait quand même dommage de ruiner en 3 jours le bénéfice des vacances. Votre entreprise a pu se passer de vous pendant 1, 2, voire 3 semaines. Je pense que prendre 2, 3, 4 jours pour réatterrir dans le job, ça ne va pas être dramatique. Et puis, profitez de ce moment où vous réatterrissez pour cultiver votre réseau, votre network. On en a déjà parlé, Audrey va remettre le lien, c'était dans le Legal Club Sandwich numéro 16. J'adore qu'on puisse refaire des passerelles entre les épisodes. Regardez ma chronique et prévoyez, redonnez-vous cette bonne résolution de rentrée de prévoir 1, 2, 3 fois par mois ce déjeuner de networking pour construire votre network, votre réseau et voir les gens peut-être que vous n'avez pas le temps de voir en temps normal.
Fixez-vous des nouveaux objectifs professionnels avec cette rentrée. C'est le moment de vous rebooster et d'appréhender votre carrière professionnelle. Peut-être c'est le moment de négocier une augmentation, de refaire son CV, de s'inscrire à une formation, de réfléchir où vous en êtes dans votre carrière. C'est un bon moment pour placer le curseur avec vous-même et recontracter avec vous-même sur ce que vous voulez faire. L'essentiel, c'est de se sentir bien pour réussir votre rentrée professionnelle. On peut envisager aussi de reprendre cette activité physique. On sait bien que les clubs de sport ont une explosion en septembre et en janvier. Moi-même, je l'ai fait plein de fois, d'abonnements. C'est peut-être le moment et vous serez peut-être plus sérieux que moi. Modifiez peut-être aussi votre façon de vous organiser, de travailler. Donnez-vous un sentiment de nouveauté, peut-être sans révolutionner qui vous êtes ou ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez modifier certains éléments de votre quotidien professionnel. Traiter vos heures mail à heure fixe, par exemple, planifier des rétro-plannings, négocier votre télétravail, commencer à utiliser des outils de gestion du temps. Il y en a plein, mais un dont on a déjà parlé, c'est Notion, par exemple, ou alors carrément planifier vos projets de vacances parce que vous avez besoin d'avoir comme ça quelque chose vers quoi aller. L'idée, bon, bien sûr, ce n'est pas de sauter sur votre logiciel de congé payé la seconde où vous revenez, mais voilà, de planifier des moments motivants. Ça, c'est mon chien qui aboie, c'est formidable. Mouchka, voilà, c'est le direct. Mouchka, voilà, c'est formidable, c'est étonnant, c'est le live. J'ai un Golden Retriever qui est très brillant. Ensuite, c'était extraordinaire. Voilà, c'est terminé, tout va bien. Il a dit bonjour. Le dernier élément, c'est pour votre équipe. Tu vas mort de rire, mais je ne cède pas, je reste focus dans quelles que soient les situations. Renforcez le dialogue avec votre équipe. C'est l'occasion de la rentrée, c'est l'occasion de favoriser, de partager avec chacun des nouvelles ambitions, des nouveaux horizons. Où veut aller votre équipe? Faites des entretiens avec chaque membre de votre équipe. Établissez la feuille de route de l'année. Définissez des objectifs clairs, la stratégie, évaluez les perspectives de développement personnel de chacun. Voilà, faites, si c'est possible, des réunions physiques, réfléchissez, mettez en place des objectifs, développez une organisation collaborative, définissez votre picture of success, on en a déjà parlé, votre vision. Voilà, la rentrée, c'est le moment idéal pour revivifier cet esprit d'échange. Et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Vous l'avez compris, l'idée, c'est de ne pas subir cette rentrée, de ne pas déprimer, mais d'en saisir l'opportunité. Je vais quand même vous montrer le perturbateur, si je peux. Le voilà. Voilà, il est là. Comme ça, vous savez qui est le perturbateur. Il s'est auto-censuré maintenant. Et voilà. Et donc, saisissez l'opportunité pour démarrer sur de nouvelles phases plus fort. Et encore une fois, désolé pour cette chronique un peu mouvementée. Merci, Mouchka. Et je passe la parole aux questions. Je précise juste que Mouchka, c'est le fameux chien de Pierre que l'on voit dans le trailer qu'on a diffusé la semaine dernière en prévision de la saison 3. Et tu es en mute. Parfait. Bon, sans transition, on va passer aux questions du jour. On a plein de questions. On va essayer de satisfaire tout le monde au maximum. Peut-être je peux commencer avec une question de Cécile. Salut Cécile. Toujours content de voir tes questions, qui nous demande, est-ce que la CNIL, pendant les contrôles, Sabine, vérifie aussi le niveau de compétences techniques juridiques du DPO? Et entre parenthèses, elle nous précise, vu que c'est aussi des conditions pour que la nomination soit valable. Est-ce que tu as une idée, Sabine? Non, moi, je n'ai jamais fait face à ça. Ils sont d'abord et avant tout là, pas pour tester vraiment, contrôler les traitements effectivement mis en œuvre. Tu m'entends là? Oui. Ouais. Donc, non, je n'ai jamais vu de test de compétences du DPO ou d'appréciation du rôle du DPO, mais après, ce n'est pas exclu que notamment, je pense, le sujet qu'il y a, c'est sur les conflits d'intérêts. Potentiellement, si le DPO, c'est le DSI, par exemple, effectivement, là, il pourrait y avoir un questionnement. Sur le volet compétences ou ressources allouées au DPO, moi, je n'ai jamais eu face à ce type de questions, okay, de points relevés par les agents de la CNIL. Après, rien n'est exclu, mais je pense que vraiment leur focus, c'est la conformité des traitements, vraiment les fichiers de données, essentiellement. Et justement, il y a Céline qui nous demandait aussi, pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce qu'ils peuvent interroger au hasard des collaborateurs et vérifier le niveau de compétence?
Non, en fait, à chaque fois, ils pourraient potentiellement, encore une fois, ils ont le scope de leur contrôle est extrêmement large. Ils doivent avoir accès à toutes les informations qu'ils estimeraient utiles. Mais par rapport justement aux interviews, il faut vraiment préparer une liste de collaborateurs et ça sera au DPO de dire, OK, vous voulez auditionner quel service? Ils vont dire marketing, IT, commercial, etc. Et dans ces cas-là, on va piocher dans la pool des collaborateurs qu'on aura préalablement identifiés. Mais la CNIL, ne connaissant pas voilà, la composition des équipes, ils ne vont pas déambuler dans les bureaux déjà seuls. Ça, c'est no way. Hein. Ça ne se passera pas en pratique. Mais tout ça, évidemment, pour éviter que ça arrive, il faut préparer. Voilà, avoir une procédure bien définie en interne pour que les gens qui seront auditionnés soient préalablement identifiés. Question de Françoise maintenant, qui nous demande en fait, qui te demande, Sabine, dans quelle mesure les règles du secret professionnel peuvent-elles limiter l'accès des agents à certains documents? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, en soi, le secret professionnel ou le secret des affaires n'est pas un motif pour faire obstacle à la communication d'informations, sauf secret professionnel entre l'avocat et ses clients. Donc ça, c'est un secret qui est opposable aux agents de la CNIL, donc c'est-à-dire toutes les consultations, toutes les correspondances avocat-client bénéficient de ce secret et donc peuvent ne pas être communiquées à la CNIL. Il y a également tout ce qui est secret des sources journalistiques, ça c'est la loi hein, qui prévoit tout ça. Donc ça, on peut aussi cacher l'information sur ce fondement-là. Et enfin, secret médical avec une réserve, c'est-à-dire que le secret médical qui est lié à des traitements de médecine préventive, administration des soins, diagnostics médicaux, ne peuvent être communiqués à l'agent de la CNIL que sous l'autorité et en présence d'un médecin qui sera dans l'équipe, dans la délégation de la CNIL. Donc, il y a vraiment une autorité fonctionnelle du médecin. Ça, c'est un point qui a changé de mémoire en 2018, puisqu'avant, c'était interdit. Enfin, il n'y avait qu'un médecin qui pouvait avoir communication de données de santé ou de données en lien avec un traitement de données de santé. Maintenant, c'est l'agent peut, mais avec l'assistance d'un médecin. Ok, merci Sabine. Question maintenant de Valérie, qui en a deux en fait. Bonjour Valérie. Est-ce que du coup, il y a des fonctions qui sont exclues pour être DPO? Et qu'est-ce que tu penses du DPO externalisé? Beau sujet aussi. Alors, ce que dit le RGPD, c'est encore une fois, il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêt, ce qui est normal. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Le DPO doit être indépendant. Même si c'est un DPO qui a d'autres fonctions, par ailleurs, dans sa fonction de DPO, il est indépendant, il ne reporte pas à son N+1 fonctionnel. Donc oui, alors le G29, donc l'autorité qui réunit les différentes CNIL européennes, avait publié des guidelines pour un peu lister des professions qui, par nature, sont incompatibles avec la fonction de DPO. Bah, typiquement, le directeur général, hein, tous ceux qui sont, moi ce que je dis, tous ceux qui sont dans le CODIR potentiellement, enfin, tous ceux qui participent à la détermination de traitements ou de fichiers qui seraient mis en place par l'entreprise ne peuvent pas être DPO. Donc, il y a donc DG, DSI, hein, directeur informatique de la société, directeur RH, directeur marketing. Alors, directeur juridique, par contre, c'est le seul poste qui n'a pas été identifié, voilà, parce qu'il n'y a pas un rôle opérationnel de mise en œuvre de traitement, quoique il y a peut-être certains traitements dans les services juridiques, mais c'est les traitements de dossiers contentieux et autres, on pourrait éventuellement soulever le point, mais voilà, il y a quelques professions comme ça. Néanmoins, en pratique, honnêtement, 2/3 peut-être pas 2/3, j'exagère un peu, mais une grande majorité de DPO sont des directeurs informatiques ou des RSSI. Et je me souviens, il y avait eu une réunion de la CNIL justement au moment de l'entrée en application du RGPD. Vous savez, en fait, le DPO remplace, mais en version plus, le correspondant informatique et liberté qui existait. Et les correspondants informatique et liberté, il n'y avait pas toutes ces conditions d'incompatibilité et étaient très souvent les responsables informatiques. Ça fait sens dans le sens où c'est beaucoup les aspects données personnelles et traitements de données en lien avec des applications logicielles, des fichiers informatiques, et qui a une bonne vision panoramique de tout ce qui existe sur ces sujets-là, c'est le responsable informatique. Donc, ça faisait sens qu'il soit correspondant informatique et liberté.
Et quand la CNIL m'a interrogée en disant les nouveaux DPO, qui dans la salle est SIL et qui est RSSI, il y avait 80% des mains levées, quoi. Donc, et je pense que la CNIL en avait conscience, mais néanmoins encourager la désignation de DPO. Et dans les faits, il y a beaucoup de DSI qui sont aussi DPO, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à même de prendre ce rôle-là. Donc voilà, mais quand même à utiliser avec précaution, parce que ça peut être un argument, oui, pour dire que le DPO n'est pas le bon. Et sur la question du DPO externalisé, moi, alors personnellement, ça n'a pas ma faveur. Pourquoi ? Parce que le DPO, il doit vraiment avoir une bonne expérience terrain, une bonne compréhension opérationnelle du fonctionnement de l'entreprise. Parce que déjà, les informations remontent difficilement spontanément au DPO. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est sur place, qui connaît les équipes. Il y a aussi le critère de joignabilité. Le RGPD dit que le DPO doit être facilement joignable. Donc, le fait d'être sur site facilite les choses, plutôt qu'un cabinet d'avocats ou autre cabinet de prestation de services qui effectuerait cette mission-là. Donc, voilà, donc ça existe. Après, il y a plein de clients qui poussent vers l'externalisation parce qu'ils n'ont pas la ressource interne, pas l'envie, pas la priorité de dégager des ressources financières et de temps pour cette fonction-là, donc préfèrent externaliser. Après, oui, les avocats ont la compétence juridique, mais je trouve qu'il manque ce côté terrain, expérience terrain, qui pour moi est essentiel pour comprendre les besoins, les enjeux, et puis après, quand on est éloigné, voilà, la remontée d'informations se passe moins bien. Et aussi, c'est un rôle stratégique pour l'entreprise, le DPO, parce que le DPO, c'est celui quand même qui reporte au CODIR, qui fait état de la situation au DG. Donc, quand c'est quelqu'un de la boîte, c'est plus simple. Les relations sont plus simples et plus directes, je pense. Merci Sabine, c'était ultra complet. On a eu plein de questions. J'ai l'impression que le thème d'aujourd'hui vous a passionné. On était aussi hyper content de vous retrouver là pour cette saison 3. Ça y est, ça commence. On est ensemble jusqu'au mois de décembre. Ça t'a plu, Sabine? Ouais, c'est très sympa. C'est vivant, c'est plein de questions. Voilà, c'est un très très bon concept. Voilà, et à la Bon, cool. Effectivement, à la génial. cool. C'est le principal. Si vous avez des questions, je suis désolé, on n'a pas pu tout traiter parce qu'il y en avait énormément aujourd'hui. Vous contactez Sabine, on vous a mis ses coordonnées un tout petit peu plus haut dans le chat. Voilà, ce sera un plaisir de répondre à vos questions et puis de partager des docs aussi. Elle a préparé des trucs. Sabine est exceptionnelle sur le sujet des données perso, vous l'avez compris. Il y a aussi dans le document à télécharger ses coordonnées. Donc, vous n'hésitez pas à contacter Sabine directement. Et je vous ai mis son mail aussi, parce que Sabine fait partie de l'Alliance ANCO. Donc, je vous ai aussi mis son mail directement. Donc, voilà, vous pouvez aller la voir pour les questions qu'on n'a pas malheureusement eu le temps de poser. Et Thibaut, on continue dans 15 jours? Oui, de quoi on parle, Pierre, dans 15 jours? Alors, dans 15 jours, on va accueillir le cofondateur de Sébastien Durand, qui est le cofondateur de Cogitandi. Qu'est-ce que c'est Cogitandi? C'est une société qui aide les entreprises à progresser dans la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors, souvent, les entreprises le font généralement pour des raisons d'obligation juridique ou simplement parce que le sujet est à la mode. Eh bien, Cogitandi, eux, leur philosophie, c'est de démontrer que la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est avant tout un facteur de performance et d'innovation. Autrement dit, la diversité, c'est bon pour le business. Et donc, on va discuter avec Sébastien de, au-delà des obligations juridiques, pourquoi favoriser la diversité et l'inclusion. Vous voyez qu'avec Club Sandwich, on essaie vraiment de partir dans tous les sens dans les domaines qu'on aborde. Et donc, j'espère qu'on vous retrouvera nombreux sur ce sujet de diversité dans 15 jours. Merci Pierre, c'était parfait. C'est le moment du jingle de fin, je crois. Absolument. Et donc, on va vous remettre le lien de Club Sandwich pour que vous puissiez nous suivre, vous inscrire, savoir les prochaines émissions. Et on vous retrouve dans 15 jours. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir, merci à tous. À bientôt.